Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, vous allez me suivre durant toute la semaine. Aujourd'hui on est lundi, donc début de semaine, et comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis avec la bétaillère. Qui dit bétaillère dit vache, et oui on va sortir les vaches au pré. On a également le 6080 là, le tout neuf, le tout beau tout neuf qu'on a rénové durant la dernière vidéo, donc on va y aller à deux bétaillères. Pourquoi on sort les vaches? Bah déjà parce qu'on est en avril, il commence à faire beau, et surtout les stocks sont vraiment au plus mal, il nous reste 4 boules de paille, on a même dû en racheter. Donc c'est parti, on va charger les vaches dans les deux bétaillères. Bon, les deux bétaillères sont remplies, moi je prends le 6080 et Johnny prend le T7 260. Vous allez vous demander pourquoi vous foutez 260 chevaux pour ramener les vaches. En soi on le fait très rarement, voire jamais, c'est juste que là les pneus sont usés morts, et vraiment pour les finir, voilà, on s'est dit on va prendre le tracteur parce que les pneus quoi qu'il arrive ils seront changés, et en plus de ça c'est pour qu'ils roulent un petit peu plus vite. Le T6 et le TM ils roulent à 30-35, tandis que là le T7 roule à plus de 40-45. C'est pour ces deux raisons là, parce que j'imagine que vous vous êtes demandé pourquoi vous foutez une bétaillère sur le T7. Allez, on est en route, donc je suis aux commandes du 6080. Derrière moi la bétaillère pleine avec 5 vaches, 5 veaux, et juste devant moi Johnny avec le T7 et une bétaillère pareil avec 5 vaches, 5 veaux. Alors là on va au pré bien évidemment, et comme je vous disais il y a pas mal de routes. En effet il y a 25 km, c'est là où se trouve le deuxième corps de ferme on va dire. Enfin en gros c'est vraiment là où il y a les prairies et où il y a les vaches, hein. Il n'y a aucune culture, aucun rangement de matos ou quoi, il y a juste une malheureuse stabulation. Et c'est vrai que ça fait quand même un peu de route, je dirais qu'on en a pour une petite heure. En plus de ça, quand la bétaillère est pleine, il faut quand même faire attention sur les petites routes, etc. à pas non plus rouler à fond et avoir une conduite, on va dire, brusque. Les petits veaux quand même dans la bétaillère, faut faire attention, puisque là les deux sont mélangés. On n'en met que 5, donc franchement il y a vraiment de la place, il n'y a pas de souci, on n'a jamais eu de problème, on fait quand même très attention. Et si vraiment on le sent pas trop, on peut s'arrêter à différents endroits pour checker un petit coup dans la bétaillère. Bon bah allez, en tout cas il y a un petit peu de route, c'est parti, direction les prés. Voilà, on fait une petite pause, là il y a un arrêt de bus, donc on s'en sert pour se stationner gentiment et regarder dans la bétaillère si tout le monde va bien. Et donc là, bah, ça a l'air plutôt bien, faut regarder les veaux, 3 et 2, 5, c'est bon, les veaux sont en bonne santé, nickel. Et du coup Joe aussi a vérifié, il repart. Donc c'est reparti, je reprends le 6000 et on y retourne. Voilà, ça coûte rien de faire une petite pause comme ça pour les veaux et les vaches soient dans les meilleures conditions possibles. Nous voilà arrivés au pré. Donc là attendez, je fais ma petite manœuvre quand même. Hop. Tac. Nickel. Donc oui, on est arrivé au pré. Il y a quoi, une surface de plus ou moins 20 hectares, hein. Vous voyez en fait là, c'est tout ça là, clac, 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 hop, 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 tout ça. Et là-bas, le petit bâtiment. Ouais, et ça, le chemin il est un peu pourri, il va falloir qu'on le refasse. Voilà, déchargement. Donc on a fait ça rapidement quand même parce que bon, pour les vaches c'est mieux. Donc la bétaillère de Joe est vidée et la mienne aussi. Donc 5 vaches, 5 veaux bien évidemment. On a sélectionné les veaux qui correspondent à la mère, donc à la vache. Il faut bien faire attention de prendre le veau qui est associé à la vache. Donc voilà un petit peu le deuxième corps de ferme. En gros c'est le bâtiment ici, une espèce de petite stabule avec 2 cornadis. Regardez. Tout autour, et ben c'est des prairies. Voilà, même derrière, tout au fond, je sais pas si vous allez voir, derrière la route, là on voit quelques vaches. Donc c'est là où on met toutes les vaches l'été pour qu'ils puissent pâturer tranquillement. Et puis là on a un petit tas d'enrubanage qu'on a fait cette année, on le fait pas chaque année. Et regardez, hop, juste ici, la première coupe de nos champs de trèfle. C'est des champs de trèfle où il y avait pas mal de repousses de colza, donc c'était histoire de faire une petite coupe pour nettoyer le colza. Donc voilà, en tout cas on a mis toutes les vaches au pré, donc on retourne gentiment à la ferme.
Bon les amis, on est le lendemain, on est mardi. Et là vous voyez, la petite stabulation est vide. Johnny a curé la stabulation pendant que moi j'étais en train d'emmener les vaches. Donc en fait ce matin, mardi matin, j'ai fait exactement la même chose qu'hier. Donc ça servait à rien de vous filmer. Mais là en tout cas, on cure pour la dernière fois le bâtiment pour le passer en mode stockage de grains. Puisque nous, on fait du stockage à plat à la ferme. Johnny, quasiment fini, il reste une benne. Je vais aller la vider. Vraiment arrivé à la fin du chantier. Là il doit rester encore une petite benne à la ferme après celle-ci. L'idée là c'est vraiment de mettre toutes les vaches au pré. De toutes les manières, comme vous avez vu, on n'a plus de stock et en plus de ça c'est le beau temps, c'est les beaux jours. Hop là, je vide ça. Direction la ferme, on va faire cette dernière benne et puis on va nettoyer propre le bâtiment, c'est à dire que cette fois-ci là on va vraiment sortir les petits balais, tout ça, pour vraiment que ce soit propre nickel pour accueillir le grain et le matériel. Après ce curage là, c'est vraiment définition minutieuse. On va quand même souffler le bâtiment, etc., balayer pour qu'il soit vraiment propre nickel. On a fini de curer la petite stabulation, il nous reste la grande à faire, mais entre temps moi j'ai fait quelques tours de bétaillère, ce qui fait qu'on n'a plus de vaches à la ferme. Voilà, c'est fini, plus rien, plus de vaches à la ferme. Là je suis aux commandes du T6 et j'emmène un ballot de paille. Où est-ce que je l'emmène? Je l'emmène tout simplement au pré pour les vaches, voilà, qu'elles aient un petit repère, un petit endroit où se reposer, dormir, c'est plus agréable pour elles, puisque voilà, il fait pas encore extrêmement chaud, donc un petit peu de paille, ça fait toujours plaisir. Et j'ai la pailleuse qui est derrière moi, il reste de l'enrubanage dedans, donc je vais la vider. Et après, une fois qu'elle sera vide, on va pouvoir hiverner la pailleuse. Enfin, hiverner, non, c'est pas le mot. Enfin, en gros, on va ranger la pailleuse pour cet été, puisqu'elle va plus nous servir, puisqu'il n'y a plus aucune bête à la ferme. Direction le pré, let's go! Me voilà arrivé après avoir gravi la montagne. Non mais en tout cas c'est vrai qu'ici c'est un beau pré, regardez-moi la vue. C'est quand même assez sympa. Là je vais mettre le ballot de paille près d'une petite haie, enfin d'un petit bosquet qu'il y a en plein milieu du pré, comme ça ils sont un petit peu à l'abri du vent. C'est les premiers jours, histoire qu'ils s'acclimatent, on va dire, de la meilleure façon possible au pré. Je le mets juste là, je l'ouvrirai après et j'ai ma pailleuse pleine, donc je vais la vider pas très loin à côté. C'est dommage, on n'a pas de râtelier, donc je vais vider ça un petit peu à l'arrache par terre. Bon, peut-être que je vais quand même aller enlever le ballot de paille, parce que sinon ils vont me le défoncer, mon petit ballot de paille. Les coquines, regardez-moi ça, elles sont déjà en train de l'attaquer. J'arrive, doucement, j'ai eu peur. Bon allez hop, un petit coup de culture. Bon, cette année, comme vous avez vu dans mes précédents vlogs, la paille c'est de la suie. Elle se tient pas. Bon, après on n'a pas non plus une machine incroyable pour la paille, hein. La Tucano c'est pas une réussite de fou pour la paille. Hop, voilà, tac. Mon filet est enlevé. On sent ça Paris. En combien de temps le ballot est défoncé? Bon, moi je vous dis en quoi, en 1 minute ou 2 il n'y en a plus, hein. Je vais remonter dans le tracteur et ils vont m'étaler ça d'une telle puissance, d'une telle vitesse. Bon bah ouais, ils sont déjà en train de s'acharner dessus, hein. Ça va les filles, tranquille. Bon allez, je vous donne un petit coup à manger. Hop, j'active la pailleuse, le petit distributeur, faut pas oublier. Je vais faire un petit tas gentiment derrière, hein. Écoute, on fait un petit tas comme ça, hein. Hôtel 4 étoiles. Le lit, à manger à volonté. Bon bah du coup en fait ceux qui avaient parié plus de 2 minutes ils ont gagné, parce que je crois qu'ils se sont mis à l'enrubanage, hein. Ils préfèrent l'enrubanage que la paille. La pailleuse est vide, on retourne à la ferme, puis on décroche tout ça, on nettoie, on lustre, hop, hop, hop. Allez, direction la ferme, on redescend. De retour à la ferme, donc comme les bétaillères sont en cuma, il faut les laver. Je me suis mis sur la piste de lavage, et puis je vais laver ça avec le Karcher juste là. Parce qu'il faut que ce soit nickel nickel pour tout ce qui est maladie, tout ça. Donc vraiment, on ponce, on polit la bétaillère, donc il faut qu'elle soit nickel de chez nickel. Allez, let's go!
Dernier jour de la semaine, on est vendredi et je suis ici dans notre futur champ de maïs. Et oui, on va épandre de l'engrais avec le 6080 et le Cunaxis. On va épandre du phosphore. Je vous avais parlé de modulation dans la dernière vidéo d'épandage, là où j'épandais l'azote dans les blés orge colza. Et bien ici on va moduler le phosphore, donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes à voir sur la modulation. On a environ une dizaine d'hectares. Donc là j'épand le phosphore et juste après l'azote, donc ça va être de l'urée, et prochainement on sèmera le maïs. L'idéal aurait été de semer le maïs juste après d'avoir épandu l'engrais, mais on peut pas puisqu'il va pleuvoir samedi, dimanche, il pleut et cette semaine le sol était trop humide pour semer, donc on va devoir attendre un peu. C'est parti, on va aller dans le tracteur et je vais vous montrer les subtilités par rapport à de l'épandage classique où on a de la coupure de tronçon. Là en plus de la coupure de tronçon, on a de la modulation. Rendez-vous sur le Trimble, donc ça vous connaissez grâce à ma dernière vidéo sur l'épandage, mais là si j'appuie sur le plus, la particularité c'est qu'on a donc voilà le schéma de notre parcelle. Donc voici la dizaine d'hectares de maïs qu'on va semer et donc là on peut voir des micro parcelles dans la parcelle. Donc vous voyez ici on a un espèce de petit L, là on a une zone blanche, là on a une zone bleue et en fait cette zone là elle correspond à un apport de phosphore différent. Donc là on va mettre moins de phosphore que là. En gros voilà, ça module. On a une carte qu'on rentre grâce à une clé USB et une fois qu'on l'a rentrée, et ben on a la modulation de fait. Et grâce à cette donnée là, le GPS va communiquer avec le semoir à engrais et donc il va pouvoir mettre plus d'engrais, donc plus de phosphore à certains endroits et en mettre moins à d'autres. Donc moi j'ai déjà fait le tour, voilà, j'ai voulu faire ça en off histoire de bien voir que tout marchait, voilà, pour pas que ce soit chiant pour vous s'il y avait des petits problèmes ou quoi. Donc j'ai déjà fait tout le tour, donc maintenant on va pouvoir se lancer. Donc je reclique sur le moins, hop, là j'ai mes différents tronçons, comme vous vous souvenez, j'ai 16 tronçons et on va pouvoir moduler. Donc je mets la prise de force en route, j'accélère mon régime moteur, il me fait ma mesure à vide, hop c'est bon, c'est fini. Et maintenant normalement j'ai plus qu'à accélérer puisqu'il y a la coupure de tronçon. J'ai déjà fait mon tour de champ, je mets start et là il est en auto, c'est parti. Là je suis dans quelque chose d'épandu et boum, là c'est parti, les tronçons s'ouvrent et j'épand. Je suis à une zone à 300 kg/h, donc c'est une zone qui demande quand même pas mal d'apport de phosphore. Et voilà, en fait c'est coupé en micro parcelles. Donc regardez juste ici, il y a un changement de couleur, donc ça veut dire que quand je vais passer de là à là, et ben il va épandre moins de phosphore. Donc là, bam, on rentre dans la zone. Et si on regarde, bam, je suis passé à 274 kg/h alors que j'étais à 300. Donc en gros, la parcelle en elle-même est coupée en micro-parcelles, donc on pourrait appeler ça des zones. Et en fait, ces zones ont des valeurs différentes en apport de phosphore. Là, j'arrive à la fin du champ, donc boum, tac, tous les tronçons se coupent. Donc ça, vous connaissez, puisqu'on a déjà épandu de l'azote avec la coupure de tronçon. Hop, là on repart donc dans une zone à 274 kg/h. Les tronçons s'ouvrent et hop, on regarde 274 kg/h, donc on est bon. Et il y a des zones où vraiment on est à 50 quoi, donc c'est vraiment très très peu. Et donc la modulation, à quoi elle sert? Elle sert tout simplement à répartir votre quantité d'engrais de la meilleure façon possible. L'idée c'est vraiment d'optimiser votre apport. Donc là, on apporte toujours la même dose générale, mais elle sera mieux répartie, puisqu'à des endroits, il y en aura 3 fois plus qu'à d'autres. Donc en gros, ça ne gagne pas d'argent ou ça économise pas de l'engrais, mais ça le répartit mieux dans votre champ. Et si on met en grand la parcelle pour que ça vous parle un petit peu plus, regardez, on est juste là. Et voilà, la parcelle est vraiment découpée en plusieurs micro-parcelles. Donc là, à droite, ça demandait pas mal de phosphore, mais à gauche, vous voyez, il y a du blanc. Il y a plus de zones claires et donc là ça demande vraiment pas beaucoup d'azote. Donc on verra ça à la fin de la parcelle, vous verrez, on épandra plus beaucoup, on épandra 50 kg/h au lieu de 274-300. C'est les valeurs qu'on a dans cette partie de champ. Moi je vais continuer le champ et je vous reprends à la fin pour vous montrer justement des valeurs un petit peu plus petites que 300. J'arrive à la fin de la parcelle, donc j'ai fait toute la partie à droite. Il me reste voilà
la petite partie à gauche. Là on arrive aux endroits qui demandent moins d'apport de phosphore, donc je vais vous montrer via la petite cartographie qu'on a faite avec les micro-parcelles. Regardez l'écran, à gauche on a une partie blanche qui demande très peu de phosphore. Donc vous allez voir, là je suis à 274 kg/h puisque là on était dans une zone bleu ciel. Et là dès qu'on va arriver dans la zone blanche, on va passer à 50. Regardez à gauche, je suis à 50. Et sur l'écran, je suis à 50 aussi. Là il nous reste quasiment que des zones blanches. Quand je vais aller dans la zone, regardez, je vais épandre à 50 kg/h. Donc c'est vraiment très peu, c'est quasiment rien. Là je vais finir de terminer le petit champ en phosphore, donc il y aura eu besoin d'un petit passage, c'est assez rapide, voilà, en une demi-heure c'est fait. Et là on va attaquer l'azote, donc ça va être de l'urée cette fois-ci. Bon bah j'ai fini du coup d'apporter le phosphore. Je voulais faire une petite précision pour ceux qui se demanderaient, en fait la modulation elle peut s'opérer que avec la gauche et la droite d'épandeur à engrais, c'est-à-dire quand on change de dose, elle se fait automatiquement, mais elle va se faire que par la gauche et la droite, c'est-à-dire que si vous avez une diagonale, en fait elle ne pourra pas se faire progressivement, en fait ça fera un escalier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on a un 40 mètres comme nous, ça module 20 et 20, donc c'est pas fluide quoi. Si vous avez une diagonale, ça fait ouais un escalier. Donc moi je vais retourner à la ferme pour chercher de l'urée. Donc par contre c'est de l'urée solide, hein, c'est en petites billes aussi, c'est pour ça qu'on le fait avec l'épandeur à engrais, hein. Je pense que vous aviez compris. Donc juste derrière moi, l'urée en solide, donc je vais le charger dans mon épandeur avec le T6. Donc cette fois-ci on les a en big bag et non à plat. Donc normalement tout y passe, là je crois il y a 11 big bags, donc tout y passe. Je crois que je peux en mettre 4 dans mon épandeur. Donc j'ai chargé ça avec le T6 et après bah, on ira épandre ça dans le champ. L'épandeur est rempli, donc j'ai repris l'échelle. Au final j'ai mis que 3 sacs parce que je suis vraiment à côté de la ferme et j'ai pas envie de me faire chier. Donc bah, direction le champ, c'est parti, on va épandre de l'urée. Me voilà au champ, donc c'est parti, je vais commencer à épandre mon engrais, mon azote. Je vais commencer par le tour, hein, bien évidemment, puisqu'on a la coupure de tronçon. Je vais pas vous répéter, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur l'apport d'engrais d'azote de cette année. Je vous la mets en fiche juste en haut. Voilà, je vous explique clairement tout comment on fait, etc. Je suis en train de faire le tour et du coup je voulais faire une petite précision. Donc pourquoi là on a pris de l'urée et pas de l'ammonitrate comme bah, justement sur le blé orge colza de ma précédente vidéo. C'est tout simplement parce que là l'urée était bien moins chère. Après l'inconvénient de l'urée, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'eau pour qu'il soit assimilé, surtout bah là en petites billes comme ça, en solide. Justement on a de l'eau bah, dès demain et toute la semaine prochaine, donc ça va le faire. Sinon il y a une petite technique qu'on peut faire aussi, c'est l'enfouir en fait. Par exemple pour du maïs, vous l'épandez et vous passez la rotative juste derrière et vous semez le maïs. L'urée sera incorporée dans le sol. C'est vrai que ça se vide assez vite, hein, mais quand même 400 kg/h. Moi je vais faire ça tranquillement de mon côté. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas vu ma vidéo sur justement l'épandage d'engrais, je vous invite à la voir. Je ne vais pas refaire la même chose alors que je l'ai fait bah, il y a quoi, ça devait être il y a un mois ou deux. Les amis, tout l'urée a été épandu, donc j'en ai eu pour 9 sacs je crois, alors qu'il y en avait 11. Et regardez là, on voit bien les petites billes, hein, toutes les petites billes blanches, donc là, il n'y a plus qu'à avoir de l'eau là-dessus. Normalement, il y a 100% de chance qu'il y ait de l'eau, donc c'est pas un souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une